Bonjour, c'est Cycli de Passion Aqua. On va parler comment construire son projet d'aquarium. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Chaque aquarium est un écosystème unique, cependant pour qu'il dure sur le long terme, il faut bien construire son projet dès le début. Je vais vous donner les différentes étapes à suivre dans l'ordre pour bien construire votre projet d'aquarium et orienter vos axes de recherche. La première étape, c'est de savoir la place que vous avez de disponible pour choisir un aquarium avec les bonnes dimensions. Les dimensions sont la longueur, la largeur et la hauteur. Il faut éviter de placer l'aquarium trop proche des fenêtres, car pendant les périodes chaudes, il peut y avoir un effet loupe qui se passe. L'effet loupe, c'est le soleil qui augmente la chaleur ambiante à travers le verre. Il se passe le même phénomène dans l'eau et le contact direct de la lumière du soleil sur votre aquarium. En plus, ça favorise le développement des algues. Pour bien placer votre aquarium, éloignez-le le plus possible des fenêtres et portes qui laissent passer la lumière directe du soleil. Deuxième étape, c'est de trouver une espèce que vous aimez et qui est compatible avec vos dimensions d'aquarium plutôt que le volume, car le volume peut correspondre à différentes dimensions d'aquarium. Le plus important, c'est pour la plupart des espèces, c'est la surface au sol, qui est la longueur et la largeur. Plus elles seront importantes, plus vous aurez de choix en termes d'espèces. Par exemple, pour un aquarium à Mbounas, il faut un aquarium d'1,20 m x 40 x 50 pour les plus petites espèces, soit 240 litres. Or, on peut retrouver le même volume pour un aquarium d'1 m x 40 x 60. Cependant, ces dimensions d'aquarium ne correspondent pas au strict minimum vital pour les Mbounas. Troisième étape, il faut se documenter sur l'espèce choisie et construire une population compatible et viable dans le long terme, c'est-à-dire en termes de volume, paramètres, besoins, alimentation et comportement. Cette étape est facultative si vous faites un aquarium spécifique, c'est-à-dire avec une seule espèce. Mais cela ne veut pas dire que c'est un aquarium pour un seul poisson de la même espèce. Par exemple, pour un aquarium à bêta, splendens de sélection, on peut faire très bien un aquarium spécifique avec plusieurs individus de la même espèce, comme un trio de bêta chanoides. En se documentant, il faut croiser les informations sur les sites, forums, Discord, Facebook, etc. Il y a un très bon site qui est seriouslyfish.com, il est en anglais. Il permet d'avoir une bonne approche du comportement, des besoins, de la description de leur habitat. Vous pouvez traduire facilement la page en anglais dans l'onglet Google. Pour la plupart des sites, le volume indiqué sur les fiches sont vraiment très petites. Je vous recommande de prendre un volume supérieur indiqué aux fiches pour avoir le strict minimum vital pour vos poissons. Quatrième étape, le meuble d'aquarium est important. Il vaut mieux un meuble solide et stable qui est capable de supporter le poids de votre aquarium sur le long terme. Vous pouvez utiliser des meubles d'aquarium d'animalerie en kit ou une étagère à charge lourde. Par contre, vous devrez penser à remplacer la planche qui sont trop fines quand elles sont fournies avec, car elles se déforment avec le temps, ce qui est dangereux pour vos aquariums. Vous pouvez la remplacer par une planche de contreplaqué plus épaisse. Vous pouvez faire votre meuble d'aquarium vous-même. Utilisez de base un châssis en fer ou du béton cellulaire pour faire des colonnes pour supporter votre aquarium. Pour ma part, j'ai récupéré un meuble de présentation à fruits dans un supermarché. Je l'ai renforcé avec des planches de contreplaqué et je l'ai repeint. Vous pouvez voir le résultat. Certains utilisent des meubles en kit Kallax. Par contre, il est impératif de ne pas dépasser le poids recommandé par les fabricants. Enfin, je vous recommande d'utiliser un tapis ou une planche de polystyrène épaisse, supérieure à 1 cm ou égale à 1 cm, sous vos aquariums, car elle permet de donner une bonne répartition des charges et protéger la vitre du fond de votre aquarium s'il y a une vis qui dépasse par exemple de votre meuble. Cinquième étape, privilégiez une décoration naturelle, des racines, des gousses, écorces, feuilles et pierres.
Vous pouvez en trouver dans beaucoup de boutiques telles qu'Biotope ou en prendre dans la nature. Il vous suffira de les faire cuire 15 à 30 minutes au four ou mini-four pour les feuilles et pour le reste, 30 à 60 minutes dans l'eau bouillante. Ou vous verserez dessus directement si vous n'avez pas de casserole assez grande pour les mettre. Après, le temps va dépendre si vous voulez garder beaucoup de tanins ou pas. Les tanins, c'est ce qui rend l'eau de couleur jaune à marron foncé, selon leur concentration dans l'eau. Ils ne sont pas toxiques pour la plupart des poissons. Certains tanins ont des bienfaits sur les poissons, mais certaines espèces de poissons ne les supportent pas. Surtout quand, dans leur biotope d'origine, il n'y a pas ou peu de tanins. Si vous ramassez vos décorations dans la nature, attention de bien vérifier que le ramassage de telle ou telle décoration est autorisé. Vous pouvez ramasser dans des terrains privés si vous avez l'autorisation du propriétaire. Le ramassage de décors naturels comme les roches et le bois est interdit dans les cours d'eau ou à proximité. Évitez de ramasser vos décorations à côté de routes ou de zones polluées ou qui ont subi des traitements de pesticides ou herbicides. Le bois résineux ne sont pas compatibles pour aller dans vos aquariums. Vous pouvez utiliser des tubes en céramique non peints, certains décors en imprimante 3D avec du plastique non polluant ou des tubes PVC ou en bambou qui seront très intéressants pour faire des cachettes de surface pour les mbounas dominés par exemple. Choisissez les décors selon les besoins des poissons et vos goûts. Attention aussi aux décors qui peuvent modifier les paramètres de votre eau, comme les pierres calcaires, qui vont augmenter la dureté de votre eau. Bannissez de vos aquariums les plantes en plastique, décors peints, décors artificiels. Ils vont polluer et intoxiquer les êtres vivants dans votre aquarium à long terme. 6e étape, le substrat. Renseignez-vous bien sur les besoins en substrat sur les espèces que vous voulez. Si vous avez besoin de substrats nutritifs, si vous avez des plantes exigeantes ou pas, le mieux c'est du sable fin pour la plupart des espèces de poissons. Faites attention à la granulométrie selon les espèces choisies, car certaines espèces de poissons ont besoin d'une faible granulométrie pour faire leur hygiène buccale, comme les corydoras ou les cyclidés. La tourbe peut être pas mal pour certaines espèces de poissons. Attention, ça met du temps à couler et ça peut modifier les paramètres de votre eau. Évitez le quartz avec les poissons de fond ou certaines espèces qui ont besoin de filtrer le sable pour faire leur hygiène buccale. Et ça évitera qu'ils se blessent. Évitez les substrats flashy car ils contiennent des matières nocives et surtout évitez le manado car il contient du fer. Il peut rouiller pour le dark, c'est pas top pour les crevettes avec le fer qu'il contient. Il fait monter le GH selon les paquets, c'est volatile, pas adapté aux poissons de fond et n'a aucun avantage par rapport aux autres sols que vous pouvez faire vous-même. Par exemple, si vous prenez de la pouzzolane pour faire un complément de support bactérien, du substrat nutritif si vous avez des plantes exigeantes et au-dessus du sable fin. Tout simplement. Je reviens sur le sable. Nettoyez-le bien à l'eau claire du robinet. S'il le faut, faites plusieurs lavages jusqu'à temps que l'eau devienne claire. Petite astuce, si après avoir fait la mise en eau de votre bac, l'eau devient blanche, c'est qu'il restait des sédiments dans le sol. Pas de panique, petite astuce. Vous mettez beaucoup de watts dans votre filtre, puis vous nettoyez régulièrement cette ouate et remuez régulièrement l'eau au-dessus du sol et des décors pour remettre les sédiments en suspension. Moi j'ai mis un petit filtre avec uniquement de la ouate et je l'ai nettoyé tous les jours. Au bout de 3 jours, l'eau est devenue claire dans mon aquarium. Cette méthode évitera que vous fassiez de nouveaux changements d'eau ou que les sédiments se déposent sur le sol et le décor et qu'après l'introduction des poissons, qu'ils soient remis en suspension en grande quantité. Après ces quelques jours, j'ai mis en route mon filtre principal. 7e étape, se renseigner sur le matériel dont vous avez besoin. Le plus important si vous faites un aquarium classique, qui n'est pas no-tech ou low-tech, sont les filtrations biologiques
ou support bactérien dans votre filtre. Je vous recommande de mettre une proportion 2/3 dans votre filtre et il faut 1/3 de filtration mécanique, c'est la ouate et les mousses bleues. C'est le poumon de votre aquarium, les filtrations biologiques. Elles permettent de stabiliser le cycle de l'azote et favorisent une bonne dégradation des déchets. Les filtrations mécaniques servent surtout à ce que les matières biologiques ne se salissent pas trop rapidement par des gros déchets. Il faut bien placer dans l'ordre, dans votre filtre, les filtrations biologiques et mécaniques. Je vous les montre sur cette diapo. Surtout, ne lavez jamais les filtrations biologiques, sinon vous risquez de perdre ou de tuer une bonne partie de votre colonie bactérienne dans votre filtre. Quand vous achetez votre filtre, il peut y avoir du charbon actif ou de la mouche chargée en charbon actif. C'est de la filtration dite chimique. Ce n'est pas utile d'en mettre tout le temps, car ça prend de la place et sa durée d'absorption est très limitée dans le temps. Environ une semaine. Le charbon actif est très utile après un traitement médicamenteux dans votre aquarium pour absorber les tanins, le chlore et les métaux lourds. Mais il est préférable d'utiliser du conditionneur d'eau pour ces deux derniers. Il faut que le filtre ait un débit adapté aux espèces que vous voulez. Les filtres exhausteurs sont très bien pour certaines populations peu polluantes, comme pour des bacs à crevettes ou à quilles. Vous pouvez utiliser un thermoplongeur, ça permet de stabiliser les températures de votre aquarium. Prenez de préférence ceux qui sont réglables et utilisez un thermomètre pour le régler, car certains peuvent avoir un écart entre la valeur indiquée sur le thermoplongeur et la valeur réelle de la température de votre eau. Pour les thermomètres, prenez de préférence les thermomètres internes qui sont en contact direct avec l'eau, plutôt que les thermomètres externes qui sont accolés sur les vitres de votre aquarium. Vous pouvez utiliser d'autres types de matériel dans votre aquarium. Renseignez-vous bien si vous en avez besoin ou pas. Par exemple, comme autre type de matériel, il y a la pompe à air reliée à un bulleur. Ça apporte une oxygénation de l'eau pour les poissons. Ça permet de faire un petit brassage en surface qui casse la pellicule blanche qu'on peut avoir en surface, qui sont des bactéries et de la poussière. Ça augmente un peu le pH et ça chasse le CO2. C'est un point négatif, car les plantes en ont besoin pour faire leur photosynthèse. 8e étape, savoir si vous avez besoin de plantes ou pas et lesquelles utiliser, car dans certains biotopes, il n'y a pas ou peu de plantes, comme dans le lac Malawi. Les plantes sont réparties en catégories. Il y a les plantes épiphytes qui ont besoin d'un support comme des racines ou roches pour se développer. Elles ont un rhizome qu'il ne faut surtout pas enterrer, car elles peuvent en mourir. Il faut les fixer à un support avec de la colle cyanoacrylate comme de la superglue ou du fil à pêche. Il y a les plantes à pousse rapide comme les hydrophilia qui concurrencent très bien les algues. Il y a les plantes à pousse lente comme les plantes du genre Echinodorus. Et il y a les plantes difficiles comme les Altermonteras, qui ont des besoins plus exigeants en termes de substrat, CO2, temps d'éclairage, minéraux, donc ils ont besoin d'engrais liquides ou sous forme de capsules ou un substrat nutritif. Il y a aussi les plantes flottantes comme les Salvinia, Pistia et l'Hypnobium, qui sont pas mal pour certaines espèces de poissons, car elles permettent de tamiser l'intensité de la lumière, rassurer certaines espèces et apporter un support pour faire les nids de bulles, comme pour certaines espèces de poissons comme les Beta splendens. Et produit de la microfaune pour les alevins dans leurs racines.
Évitez les lentilles d'eau ou Laminia minor. Elles sont envahissantes, plus que les autres plantes flottantes, et peuvent boucher votre filtre. Aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup de types de mousses aquatiques dans le commerce. D'ailleurs, les plantes épiphytes et mousses peuvent se développer hors de l'eau, dans un environnement très humide, comme dans les paludariums. Elles auront une forme différente entre la forme émergée hors de l'eau, contrairement à la forme immergée qui se développe dans l'eau. Vous pouvez visualiser votre projet avec Scapeit. Scapeit est une aide de construction d'aquascaping. Elle permet de gérer des calques. Afin de jouer sur l'avant-plan, milieu de plan et arrière-plan, avec un minimum d'effort. Moi je l'utilise pour visualiser mes futurs aquariums biotopes. Donc on peut les utiliser autrement qu'en aquascaping. 9e étape. Après s'être bien renseigné grâce aux étapes d'avant, il faut acheter tout ce que vous avez besoin et l'assembler. Maintenant, vous pouvez passer à la mise en eau. Pour éviter de creuser un trou dans votre substrat avec la mise en eau, je vous conseille de mettre soit une bonne épaisseur d'essuie-tout ou de mettre une assiette sur le substrat. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, reposer 24 à 48 heures à température ambiante. Ça permet d'éliminer un maximum de chlore et après utiliser du conditionneur d'eau pour neutraliser les métaux lourds et le chlore non évaporé. Vous pouvez utiliser de l'eau en bouteille ou osmosée ou de l'eau de pluie, mais attention avec celles-ci, elles peuvent contenir des agents pathogènes ou des polluants. Vous pouvez faire des mélanges entre ces différents types d'eau pour avoir les bons paramètres pour vos espèces. Après avoir fait la mise en eau, vous allez devoir attendre que le cycle de l'azote se passe avant de mettre vos premiers poissons. N'hésitez pas à tester régulièrement avec les tests en gouttes pour savoir où vous en êtes dans votre cycle de l'azote. Et si vos paramètres sont bons pour les espèces choisies. Je vous recommande les tests en gouttes Aquili qui sont simples d'utilisation et peu onéreux. Vous pouvez utiliser des bactéries vivantes pour ensemencer l'aquarium avec des bonnes souches de bactéries, mais ceci reste facultatif. 10e étape, renseignez-vous bien sur le type de nourriture à utiliser pour vos espèces. Je vous recommande le Dr Bassler Biofish Food, qui est une très bonne gamme de nourriture sèche. Il y a d'autres types de nourriture sèche qui peuvent être pas mal sur le marché. J'aime bien cette nourriture car elle contient des probiotiques, prébiotiques. Vous pouvez utiliser d'autres types de nourriture, comme la nourriture vivante, congelée ou la pâtée. La pâtée, c'est un type de nourriture très polluante, plus que les autres. Vous devrez faire plus de changements d'eau. Après, moi j'ai fait de la pâtée en broyant des granulés. C'est pas mal et ça colle bien aux roches et aux vitres. Et c'est moins polluant que la pâtée fraîche. Pour ce qui est de la nourriture vivante, c'est pas polluant, mais ça peut transporter des bactéries, agents pathogènes et champignons. Je vous conseille de bien la rincer avant de la donner à vos poissons. Pour ce qui est de la nourriture congelée, avec le temps, elle perd sa qualité nutritive et elle est plus polluante que la nourriture vivante. Mais c'est une très bonne solution de secours pour les poissons difficiles quand on n'a pas de nourriture vivante sous la main. Pour ce qui est celle du commerce, on ne peut pas connaître les phases de congélation et décongélation, donc il peut y avoir des risques de contamination avec des bactéries ou autres. De préférence, attrapez de la nourriture vivante et congelez-la vous-même. 11e étape, l'entretien pour les aquariums classiques. Il faut faire des changements d'eau de 10 à 20% toutes les semaines ou 25 à 30% tous les 15 jours généralement. Après, le pourcentage de la quantité d'eau va dépendre de beaucoup de facteurs. Si vous utilisez de la nourriture plus ou moins polluante, si vous avez beaucoup de matière organique en décomposition, la quantité de plantes, etc. Généralement, pour savoir
il faut tester vos nitrates qui ne doivent pas dépasser 25 mg par litre. Et nettoyez vos filtrations mécaniques tous les 15 jours à 1 mois avec l'eau du changement d'eau de votre aquarium. Surtout pour la ouate, qui s'encrasse très vite vu que les mailles sont très fines. Il vous faudra nettoyer vos vitres des algues qui se fixent de temps en temps. Je vous conseille de les faire régulièrement avec de la mousse bleue de filtration, car elles risquent pas de rayer vos filtres comme les aimants, raclette avec lame de rasoir. Faites juste attention à ne pas piéger le sable ou gravier dans les mailles de votre masse de filtration. Car là, vous pouvez rayer vos vitres. Si la raclette avec une lame de rasoir est mal orientée, vous pouvez rayer vos vitres à coup sûr. Si vous voulez nettoyer l'extérieur de vos vitres, je vous conseille de mélanger une moitié d'eau avec du vinaigre blanc dans un pulvérisateur. Il vous suffira de pulvériser le mélange sur la vitre et de nettoyer avec de l'essuie-tout. J'insiste sur un point, l'hygiène est un point primordial pour éviter d'être contaminé ou contaminer les êtres vivants de votre aquarium avec des champignons, bactéries, agents pathogènes ou virus. Il faut bien se laver les mains et les bras et toute partie de votre corps qui sera en contact avec l'eau de votre aquarium avant et après être intervenu sur votre aquarium. 12e étape. Une fois que votre cycle de l'azote est fini, vous pouvez introduire une partie de votre population et pas la totalité de votre population. Car les premiers habitants vont créer de la pollution dans votre aquarium, des nitrates. Et il faut habituer au fur et à mesure vos bactéries à les dégrader au fur et à mesure. Si vous réintroduisez votre population entière dans votre aquarium, vous allez créer un pic de pollution dans votre aquarium car les bactéries vont être surchargées en pollution et déchets, ce qui risque de causer la mort de votre population par une montée de nitrate ou nitrite. Choisir ces poissons. Si vous allez en animalerie, soyez très sélectif, évitez les bacs avec des poissons morts ou une eau de couleur, ce qui indique qu'il y a un traitement pour une maladie dans ce bac, ou qui ont un comportement inhabituel comme piper de l'air en surface. Il faut qu'ils aient une forme normale, pas trop gros ou pas trop maigres. S'ils sont trop maigres, cela peut indiquer la présence de parasites internes comme des vers. Il faut qu'ils aient un corps avec les écailles complètes, autrement dit, sans blessure ou mycose. Il faut qu'ils aient les nageoires complètes, car dans le cas contraire, cela peut indiquer une maladie qui peut être la pourriture des nageoires. Le mieux, c'est d'introduire les poissons en plusieurs fois pour les mettre dans un bac de quarantaine pour s'assurer qu'ils vont bien avant de les introduire dans votre bac. Je vous conseille de faire des quarantaines avant chaque nouvelle introduction dans votre bac. Cela évitera d'amener à faire des traitements dans votre bac principal et de causer des futurs problèmes. Pour ce qui est des invertébrés, je vous recommande les mêmes conseils. Pour l'acclimatation, j'ai déjà fait un tuto, je vous invite à aller le voir. Je vous donne un exemple de mes recherches sur une espèce qui m'a permis de construire mon projet 54 litres. Le Corydoras pygmaeus a besoin d'un aquarium de 60 x 30 de surface au sol minimum, d'un fort courant supérieur ou égal à 5 fois le volume par heure, de grandes plages de sable fin pour faire leur hygiène buccale et éviter qu'ils se blessent les barbillons. Ils ont besoin d'être 10 individus minimum
et je vous recommande 15 individus minimum. À maintenir de préférence en spécifique pour éviter la concurrence alimentaire. Sinon, vous devrez donner la nourriture à la lumière éteinte pour éviter d'être en concurrence avec les autres poissons. Ils ont besoin de paramètres en termes de température de 22 à 27 degrés Celsius, un pH de 6,4 à 7,4 et d'un GH de 2 à 15. N'hésitez pas à mettre des racines et des gousses, ça va leur faire des cachettes. Les deuxième et troisième étapes sont les plus importantes pour moi. Prenez bien votre temps pour faire votre projet d'aquarium. Ne le faites pas en 5 minutes à l'animal. Si votre projet d'aquarium est bien fait, vous éviterez beaucoup d'erreurs de débutants. Si vous voulez être guidé tout au long de votre projet ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à rejoindre le Discord d'Aquariophilie. Le lien sera en description. Je mets un lien aussi d'un Discord sur les bêtas sauvages pour ceux que ça intéresse. Je mets d'autres liens intéressants en description de vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions. À bientôt pour de prochaines vidéos.